bonjour à vous toutes et vous tous. Je me présente, Nicolas Bessot, membre du Parti Pirate et porte-parole. Et je suis agréablement invité par notre ami Julien qui, sur son blog, vous propose beaucoup de belles choses sur les questions du numérique. Donc je vous invite à aller sur sa page et par là même à venir aussi nous voir sur notre page du Parti Pirate. Et notre thématique sera le vote électronique et toutes ses implications. Donc je te laisse la parole pour commencer l'interview. Est-ce que tu veux un petit historique du coup sur Alors, le vote électronique en France concrètement, ouais. En fait, on croit que c'est une question qui n'est née qu'avec le numérique. Et en fait, dès 1910, en fait, un Italien, Eugenio Bobigno, non, Buggiano, en fait, en 1910, invente une première machine, alors méca automatique, qui permettait aux citoyens de choisir le candidat selon un nombre en fait sur la machine. Par exemple, tu votais un, tu pouvais choisir, alors on va prendre un contexte un peu concret actuellement, tu vas à la primaire, tu n'auras pas eu ton bulletin de vote papier, tu aurais eu un Monsieur Valls, deux Monsieur Hamon, trois, et donc ça permettait déjà quand même d'initier. Ça a fait peur aux gens, ils étaient perdus, et donc du coup ça a été cette notion-là a été un peu abandonnée, sauf aux États-Unis où un mec qui s'appelait Russo a développé, pareil en se fondant sur le même principe de base. Et ça sert pour pas mal d'élections dans certains États aux États-Unis, donc c'est toujours en application. Donc il y a toujours ce type de machines méca auto qui ne sont pas numériques, qui ne fonctionnent pas qu'à un logiciel, pour se le faire, qui sont vraiment mécaniques, mais ça a quand même, voilà, exactement, ils ont modèle côté mécanique. Donc il y a un système d'isoloir en interne, mais il y a juste une boîte et qui te permet de cliquer ton candidat et ensuite après ça retranscrit avec des systèmes de cartons perforés. Au niveau du pays qui l'a inventé, ils l'ont gardé ce système finalement Alors, comme ça faisait peur aux gens. Alors c'était un inventeur italien, mais après les États-Unis, donc le monsieur Russo a développé ça, a proposé ça, ça a été développé dans pas mal de pays. C'est une boîte privée qui s'occupe de ça, j'ai plus le nom de la compagnie, alors ça doit être Russo LTCD. Enfin, bon. Mais c'est une boîte privée. Et c'est une boîte. Ah non, c'est pas comme en France où tu vas utiliser des machines à voter électroniques qui dépendent de 3-4 boîtes qui sont totalement indépendantes. Bon, après, il y a des normes de certification qui doivent être mises en place. Ça, je pense qu'on en parlera un petit peu dans. C'est ça, plus tard. De sécurité. Mais voilà, c'est ça exactement. Donc voilà un petit peu l'historique de ces machines. Donc c'est pas que né avec le numérique en fait, c'est ça qui. Nous on a juste remis au bout du jour. Voilà, c'est ça, avec des nouveaux moyens technologiques qui étaient différents, mais qui sont toujours, et qui posent toujours les mêmes questions, c'est ça qui est intéressant. Au niveau des questions, ça n'a pas évolué, du coup il y a toujours la fiabilité de la machine. Voilà, ça, fiabilité, sécurité, transparence, anonymat, et tentative de pression sur l'électeur dans son environnement. On développera ça quand on discutera un petit peu plus dans le détail des avantages et des inconvénients du vote électronique, parce qu'il y a, comme toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Et donc après, sur l'historique, après plus particulièrement en France, l'état du droit actuel, la première tentative avait été faite en 69 par le ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin pour des élections locales. Ça avait été un fiasco total, les gens avaient été perdus, enfin bon pareil, un peu comme en 1910, les gens étaient tellement habitués au papier. Ils ont perdu. Alors là c'était des machines un peu sur le même mode que je t'expliquais tout à l'heure et que j'expliquais à nos j'allais dire youtubeurs, mais c'est pas des youtubeurs, c'est des blogueurs, voilà, nos amis qui regardent le blog, qui sont les mêmes problématiques avec le même mode. Ensuite, après, ça a été un fiasco total, donc du coup, sous Pompidou, Giscard, Mitterrand, enfin, toutes ces questions-là ont été complètement abandonnées. Et la résurgence, dont on parlait, des moyens technologiques numériques, on fait un petit peu revenir à la question. La première tentative de vote électronique, si je ne me trompe pas, c'était en 2003, avant l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a des députés d'étrangers qui ont une circo à l'étranger. Avant, il y avait ce qu'on appelait une assemblée française l'Assemblée des Français de l'étranger, l'ADFE, qui avait fait une première tentative sur deux circos Amérique du Nord, en fait, Canada et États-Unis, où les gens représentaient donc dans cette assemblée avant qu'il y ait des députés dans l'Assemblée nationale en elle-même. Alors, en 2003, ça n'avait pas trop marché, il y a eu très peu de participation, et puis surtout l'outil n'était pas. Les gens, comme notamment, on commence à être au début de l'Internet, pour ceux qui ont. C'est qu'Internet, ça s'est développé en 96-97, mais 6 ans après, la question n'était pas encore assez maturée, donc du coup, il y avait quand même une volonté de le faire. 2006, même structure, la FDE en fait, donc l'Assemblée l'Assemblée des. Enfin voilà, on a compris. L'ADFE a élargi en fait et a généralisé le périmètre de vote. Suite à ça, il y a eu un rapport d'expertise qui a été fait pour la FDE, et donc les mecs expliquaient que la fiabilité et la sincérité du scrutin n'étaient pas assurées, donc ce qui allait contre les principes républicains de la même manière. Déjà les 40 années avant, exactement, ça il y avait eu exactement, parce qu'avec un carton tu peux perforer, comme là tu pouvais ne pas assurer, tu pouvais hacker, tu pouvais avoir, ou même alors on parle des hackers, mais l'entreprise elle-même pouvait avoir intérêt à favoriser un candidat en échange, donc tu peux avoir des collusions aussi qui peuvent être mises en place, sachant qu'en plus à l'époque on n'avait pas encore de certificat de validation pour
pour les logiciels qui étaient utilisés. C'était vraiment une question très très fraîche. Après ça, en 2007, il y a eu les présidentielles. Plusieurs partis politiques se sont prononcés au début contre, sauf la droite. Sarkozy était pour. Alors c'est pas pour parler du garçon, mais de situer du modem jusqu'à l'extrême gauche. Alors même pour citer Philippe de Villiers, elle a dit que c'était des machines à tricher. Donc les expériences ont été un peu abandonnées, et puis il y a eu des tentatives par contre dans certaines villes, et c'est là en fait le mouvement est reparti suite à des villes comme ici les Moulineaux par exemple, avec Santini, qui était, après on peut critiquer ce qu'il était, Dieu nous en garde, il y en aurait trop à dire. Et du coup, par contre, il était très féru de technologie, donc il a mis en place des machines à voter, et il y a plusieurs collectivités qui sont appropriées ça. Le Mans a été, avec Monsieur Boulard, une des premières à utiliser ces votes-là. Et donc on a quand même une expérience locale sur le retour des expériences de vote électronique. Clairement, alors c'est pas sur l'ensemble des bureaux de vote du Mans. C'est moi de connaissance ayant été scrutateur et candidat pour des élections où on pouvait passer. Tu vas sur le quartier Pontlieu. Et tous les bureaux de vote autour de Pontlieu sont beaucoup équipés en machines électroniques. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que c'est plutôt des quartiers UP, plutôt des quartiers populaires pour le coup. Pour le coup, c'est plus un endroit populaire. Oui, dans la géographie. Après, est-ce que ça a été voulu? Je pense pas. Et il y avait un argument au départ, quand les gens ont essayé de développer ça, c'est-à-dire que ça pouvait lutter contre l'abstention. Concrètement, quand tu vas assister. Les jeunes, parce que voilà, avec la question du numérique. Ça leur donnait plus envie. Ça, c'est avec le retour sur l'expérience, on s'est rendu compte que ça favorise pas le retour au vote, voire même ça favorise l'abstention, parce que les gens se disent soit c'est une machine électronique, moi j'y connais rien, et ça peut discriminer aussi certaines personnes, bon, pour pas les citer les seniors, mais il y a aussi des gens de notre âge qui sont complètement anti-techno et qui ne veulent pas, donc ça peut. Et puis en termes d'organisation, le problème c'est que quand tu as une machine à voter électronique, t'as une seule file et t'as un isoloir en fait, parce que la machine ne peut accueillir qu'une personne par une personne. Donc ce qui fait que quand tu vois une machine électronique, tu te vois. Il n'y a pas machine électronique et. Ah non, alors par contre, ça voilà, non, en fait, on n'a pas la possibilité de pouvoir faire les deux en même temps, parce qu'en termes d'organisation, alors là en fait, la simplicité étant un des arguments pour le vote électronique, ça viendrait alors là en plus complexifier le truc en termes d'organisation, en termes de coût. Donc ça n'a aucun intérêt de faire les deux. Maintenant, nous, au Parti Pirate, on a décidé de maintenir les deux. Bon, on est un parti en interne, et la plupart des partis politiques fonctionnent comme ça d'ailleurs. Tu regardes le PS maintenant, les Français d'étranger pour leur primaire peuvent voter en ligne. L'UMP a fait pareil pour ses élections, alors pas pour la primaire, mais pour l'élection, on se rappelle du débat Fillon-Copé, ça avait été un petit pas possible. Ils avaient accepté le vote électronique, le Modem le fait, maintenant la plupart des partis pour les procédures internes passe beaucoup par le vote électronique. Ça permet de consulter quand même beaucoup plus de gens que d'aller dans un bureau de vote. Et c'est vrai que c'est contraignant. Tu habites dans le fin fond de la Creuse ou de l'Allier ou à Montluçon. Bon, ouais, t'as un bureau de vote, t'es à 50 bornes du bureau de vote. Bon, c'est vrai que ça facilite, ça permet un accès plus régulier pour consulter les militants, entre guillemets. Donc les partis sont contre pour les élections générales et tout ce qui dépend du code électoral. Mais en procédure interne, ils commencent à l'utiliser. Et nous, Pirates, clairement, on est contre, pareil, pour le vote électronique, pour tout ce qui dépend du code électoral. Mais après, on l'utilise en interne et j'invite d'ailleurs les gens qui seraient intéressés à venir nous contacter pour voir comment on le fait. Parce que, pour finir sur l'état du droit, justement, l'historique un peu en France, en 2012, le 27 avril, le Conseil d'État a émis un avis qui concerne en fait les modalités de traitement des informations suite au vote. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous invite à aller lire cet arrêté en fait, du Conseil d'État. Et le Parti Pirate, en juillet 2012, a décidé de porter ce recours devant le Conseil d'État. Je suis en train de te dire une bêtise, le décret, c'était un décret en fait, qui a été pris du ministère de l'Intérieur, qui validait, qui donnait un petit peu des orientations, parce que c'était un vaste foutoir. Il n'y avait pas de législation, un petit peu les collectivités, comme on parlait en 2007, c'était un peu les collectivités territoriales qui avaient un peu repris la main sur ces sujets-là, alors qu'il y avait un vide juridique qui était quand même assez important. Et donc du coup, le ministère de l'Intérieur, qui est en charge des élections, donc la compétence sur ces sujets-là, a sorti un décret donc, qui balisait quand même un peu, surtout sur les normes de certification en fait, parce que chacun a utilisé un peu son truc, donc pour assurer un peu une homogénéité dans le cadre des votes, ça a été mis en place comme ça. Et nous, donc, on a fait un recours contre ça, qui malheureusement a été débouté le 27 juillet 2015, donc l'année dernière. Et entre-temps, et là la solution ne viendra que de là, parce que si on doit s'assurer sur des décrets ou des circulaires ou des jurisprudences,
ça va être un foutoir pas possible, donc la seule solution c'est la loi. Et là il y a un député, si tu me laisses une petite seconde, j'ai trop trouvé le nom, de Roche-Boulogne, voilà, un député, alors je ne citerai pas son parti parce que je ne connais pas. Mais le monsieur, en tout cas sur ce sujet-là, tout notre soutien au PP en fait, et c'est la loi qui viendra clairement établir, et il faut, pour l'instant, la proposition est pour une interdiction du vote électronique, parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui d'assurer sur les questions de sincérité, de transparence et de fiabilité du vote, il me semble y revenir après sur les avantages et les inconvénients. Donc l'état du droit actuel, c'est un peu ça, mais la loi n'est pas passée, suite à, puisque bon, ça a été retoqué, enfin, le gouvernement n'a pas voulu la passer en ordre du jour au niveau du calendrier du Parlement. Donc on attend, donc je pense que c'est une vraie question qui peut être pour 2017. Là on sait qu'on a des législatives et une présidentielle. Bon, je suis pas sûr que ça soit un sujet de présidentielle, il y a quelque chose de plus important, mais pour les législatives, c'est intéressant si les gens qui nous regardent aillent dans les réunions et posent aux candidats, à chaque candidat, il peut aller à plusieurs réunions, et posent la question aux candidats, parce que ça pose quand même beaucoup de questions, parce que derrière le vote électronique, il y a aussi toute la question de la transparence du numérique, de l'open data, enfin de l'accès aux informations et de l'accès du citoyen à ces consultations. Et puis ça pose aussi la question quand même, parce que c'est un des avantages, il ne faut pas le nier, du vote électronique, c'est la possibilité de pouvoir quand même multiplier les initiatives citoyennes, locales ou nationales par des référendums ou des consultations pour des sujets thématiques précises. Et c'est vrai que ça facilite quand même le retour à ces questions-là. Tu peux impacter beaucoup de gens. Plus de personnes, voilà, plus rapidement, plus avoir les retours plus voilà, rapidement. Exactement. Donc c'est vraiment une question importante, et j'invite les gens à aller, et les personnes, et les dames, et les hommes, et tout le monde, voire même les enfants, s'il y a des enfants qui nous regardent, à aller s'intéresser à ces questions et à mettre la pression sur les candidats, clairement. Et qu'ils n'hésitent pas à aller voir les candidats pirates, qui se font un vrai bonheur de la répondre. Au niveau loi, pour l'instant, ça fait depuis 2007 que les communes n'ont plus le droit de s'équiper. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on a un retour sur ça, une raison de pourquoi depuis une dizaine d'années maintenant on ne doit plus bouger? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? En fait, est-ce que sur les communes qui sont équipées, c'est un problème de rentabilité Alors c'est une question casse-gueule que le gouvernement justement n'a pas voulu détricoter, que ce soit le gouvernement Fillon ou Valls et Hérault, ils n'ont pas voulu mettre. Donc ils ont pris un statu quo, ils ont fait un moratoire. Donc ils ont dit ceux qui ont des machines à voter qui ont été achetées avant 2007 ou 2008, vous pouvez encore les utiliser, mais par contre les ogives, vous n'avez plus le droit de les utiliser. Donc il y a une interdiction générale avec une exception faite pour les gens qui avaient investi. Sachant qu'il faut savoir qu'une machine à voter, alors tu parlais de question de rentabilité, clairement la démocratie ça n'a pas de coût. C'est un prix, on est d'accord. Non, la question c'est le prix. Le prix, ça tourne entre. Si c'est la commune qui paye, ça va être les impôts des personnes. Tu as deux possibilités. Soit la ville acquiert directement les machines, donc là il faut compter entre 4 et 6 000 euros. Par machine, clairement. Sans compter la logistique et la maintenance derrière. C'est ça. Et sans compter après derrière le software. Là on parle juste vraiment du hardware. La partie mécanique. Voilà, c'est ça. Et du coup, donc c'est entre 4 et 6 000. Mais tu as une deuxième possibilité, c'est aussi de faire de la location pour une élection. Alors, les dernières infos que j'ai pu voir, je ne vais pas faire de pub parce que c'est pas le but, mais l'entreprise qui est vraiment leader sur le marché, parce qu'il y a un vrai marché quand même, et c'est pour ça qu'il y a un vrai lobby d'ailleurs des entreprises. Malgré le moratoire, qui font un lobby en interne sur les parlementaires pour justement débloquer cette situation, qu'on arrête d'être dans le statu quo et qu'on tranche clairement est-ce qu'on autorise, et les villes peuvent le faire. Donc revenir à une autonomie qui était celle avant le moratoire en fait. Et du coup là, il faut compter à la location entre 1400 pour une élection unique à un tour, et pour deux tours c'est 2006. Voilà, ils font un rabais quand même de 200 balles, ils sont sympas quand même. Et donc sachant qu'il y a un marché qui essaye de défricher et qui peut être mais énormissime, comme la vidéosurveillance il y a une dizaine d'années, qui était un petit peu balbutiante, mais il y avait des mecs qui ont compris ça et qui se sont dit tiens il y a un marché avec des fonds publics à prendre. Et fonds publics c'est des vaches à lait, sachant qu'on sait très bien qu'il n'y a que 3-4 entreprises qui sont vraiment sur le marché. Ils vont se partager ça et puis merci, au revoir tout le monde. Donc nous clairement on est contre ça. Donc le parti, voilà. Non justement je ne vais pas faire la pub. Les gens s'ils sont vraiment intéressés ils iront chercher les noms des entreprises. Des boîtes vraiment spécialisées qui ne sont pas forcément toutes françaises d'ailleurs. Ça pose une question. Ça pose la question aussi du respect de la souveraineté, parce que là on est quand même vraiment sur un exercice de souveraineté populaire. Et donc ça pose la question aussi. Donc nous clairement le Parti Pirate on s'est positionné vraiment contre ça. Et on est contre une interdiction totale, tant qu'on n'a pas trouvé les moyens technologiques d'assurer, on en revient encore une fois, à l'insincérité, la fiabilité, la sécurité du vote, voilà, clairement. Si on n'a pas encore trouvé les moyens technologiques, on y travaille nous en interne au PP, je ne sais pas s'il y a d'autres partis, je ne pourrais pas te dire, qui travaillent dessus. Nous franchement on n'a pas... les écolos essayent un peu de s'y mettre, bon c'est pas pour faire la pub des copains écolos, mais ils essayent aussi d'avoir une réflexion sur ces sujets-là. En interne ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de... Nous, on n'est pas beaucoup PP, mais on a beaucoup de codeurs et de développeurs et de programmeurs. Donc, du coup, ça aide quand même à avoir une réflexion sur l'outil parce qu'on a des mecs qui quelque chose que vous traitez. Et des nanas d'ailleurs,
pardonnez-moi, qui sont quand même plutôt sur le sujet, qui sont bons, enfin qui maîtrisent ça. Donc on essaie de faire. Et si vous avez le temps, on pourra peut-être vous montrer ce que nous on utilise qui s'appelle Congressus. Donc l'origine du truc, c'est. On en parlera peut-être tout à l'heure. On peut, on Pas peut. le moment. En fait, nous, à l'origine, c'était, on a pris le parti de dire en interne, on n'assure pas le secret du vote en fait. C'est-à-dire, on peut, c'était la version primaire, hein. On l'a amélioré depuis, suite parce qu'il y a des militants qui nous ont remonté l'info, ils nous disent non, c'est pas normal, peut-être qu'au moins, éventuellement, on puisse savoir à un moment X, après le dépouillement, qui a voté quoi, mais sur le moment du vote, parce que ça peut être aussi un moyen de pression. Voilà, de et savoir donc, que du coup, le copain pendant, a voté, pendant, ou, voilà, exactement, pendant la durée du vote, parce que nous, en fait, ça permet par contre, alors c'est ça qui est bien aussi dans le vote électronique pour des procédures internes, pour des procédures partisanes, tu peux ouvrir le vote pas que le jour même. Tu peux, par exemple, là, pour nous, notre agent, on va la faire la semaine prochaine à Nantes. Alors, s'il y a des Nantais qui nous regardent, ils peuvent nous contacter, ils seront les bienvenus, sans être adhérents forcément. Et on va utiliser, donc le vote, ça va pas être que le jour du vote, en fait, que le jour de l'AG physique. On peut élargir le vote à une semaine, c'est-à-dire une semaine avant l'AG et 3 jours après l'AG. Les gens pourront continuer à voter quand même. Et là, on clôture le vote. Donc, ça permet une souplesse et d'élargir la périodicité de participation, en fait. Donc, c'est un des avantages. Et pendant le scrutin, les personnes ne pourront pas voir qui a voté quoi. Mais après le dépouillement, clairement, bon, et ça, c'est un outil que vous avez développé, vous, en interne. voilà, exactement. C'est pas quelque chose. Non, on n'a pas acheté un logiciel, un on a vraiment développé, c'est tout en open source, tout est en libre. On a quand même cette philosophie-là, donc après, il suffit de contacter le codeur qui a développé ça. Je pourrais te mettre en lien avec eux si tu veux, on pourra donner les coordonnées pour les gens que ça intéresse. Et donc c'est au moins et c'est ça le problème justement des machines à vote électroniques, c'est qu'aujourd'hui on n'a aucune possibilité pour ceux qui connaissent. Mais bon, moi clairement, je m'en suis arrêté au mulot, tu vois. Et donc c'est pas moi qui vais aller voir le code de la machine, tout ça. Il y a un truc qui va pas. Voilà, exactement. Donc moi j'ai pas cette compétence, mais il y a des gens qui ont cette compétence. Donc ils peuvent aller voir, tiens, si à un moment le truc était avant l'élection, le code était fait de telle façon, puis qu'on voit que genre 2 heures avant le vote il a été modifié ou 3 heures après, là bon il y a des gens qui ont la compétence pour dire non, là il y a un problème, donc on peut remettre en cause le vote. Et ça c'est un des problèmes du vote électronique, c'est qu'il y a une école juridique qui dit mais non, parce que s'il n'y a pas de. En fait on ne peut pas assurer qu'il n'y a pas de fraude. Mais on est dans une logique que le logiciel n'est pas en libre et en open source. C'est ça, actuellement il n'y a pas d'audit qui est réalisé, il n'y non, a personne qui sait sur quoi pas. s'attendre. Absolument pas. Quand toi, moi citoyen, alors que tu es censé avoir l'accès à l'information, vu la nation dans la symbolique républicaine, la transparence de l'information, du vote, la façon dont l'organisation et la procédure est faite, chaque citoyen doit pouvoir se l'approprier. Même si après il ne va pas se l'approprier. Et, il doit y avoir accès. Voilà, il y a un droit de pouvoir. Et là, c'est pas possible en fait. Parce qu'il y a un brevet qui est déposé, machin, donc ça pose aussi la logique, pardon, non, vas-y. non, et donc ça pose la question de l'accès au logiciel, et donc ça serait quand même déjà une grande avancée si on pouvait imposer, et ça pourrait être une réflexion d'avoir un service public ou une entreprise publique qui homogénéiserait l'ensemble des votes électroniques, des machines électroniques utilisées dans les collectivités territoriales ou locales, et qui serait en charge de l'organisation avec un logiciel unique imposé dans toutes les machines à vote, et qui serait en open source et en même temps sous protection, entre guillemets, de l'État. C'est ce que j'allais dire, il y a 2 cas récemment, il y a eu le logiciel pour la simulation d'impôts, oui, qui a été rendu public, et qui au début ne devait pas l'être parce que justement ça pouvait permettre de la fraude, etc. Finalement ça a été ouvert, il y a eu celui post-bac, pour savoir comment est-ce que les nouveaux bacheliers étaient orientés après leur bac quand ils classent leurs vœux. Sur la façon des choix et de l'orientation. C'est ça, qui est quelque chose où effectivement les personnes qui sortent de bac, je me rappelle encore très bien avoir mis des vœux 1 et ils sont tombés dans le vœu 12. Là oui, c'est ça, ça nous est tous arrivé. Tout le monde a connu ça, et ces deux codes-là sont devenus accessibles. D'accord. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de prévu vis-à-vis des machines Non, absolument pas. Non, mais là, vraiment, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est une réflexion qu'on a en interne, et j'ai entendu aucune structure. Parce que on parle d'un truc de. Enfin, c'était pas le but d'en arriver là, mais on en arrive forcément toujours à l'open source et les logiciels libres. Et c'est la question, il n'y a pas un parti en France qui ait une réflexion sur ça. Sincèrement, j'en parle avec des gens qui sont même dans le numérique au PS ou à l'UMP, chez les écolos un petit peu, mais c'est vraiment la frange minoritaire. On est les seuls vraiment à avoir une vraie réflexion sur ça, et donc on en revient à la question pour les machines à voter électronique. C'était la solution que moi et enfin non, que le parti Pierre propose. Il n'y a pas d'incarnation chez nous.
J'aurais même pu mettre un masque pour faire plaisir, mais bon, on n'a pas été très audible. Et donc de ce fait-là, oui, nous c'est une proposition qu'on fait, c'est une des solutions qu'on peut proposer, c'est pas la panacée, mais ça permettrait déjà d'avancer dans le débat en fait, pour arriver à un vote électronique propre et sourcé, voilà, au moins parce que c'est vrai que comme on disait, chaque ville a fait un peu comme il voulait, l'entreprise était contactée, non, c'est un truc public, avec un EPIC, tu peux faire un EPIC par exemple, un établissement public industriel et commercial, qui va être en charge de ça, qui va embaucher 3-4 personnes et qui ensuite va redispatcher, va donner ou revendre à un coût modique le logiciel. Après, bon, la machine physique en elle-même, il faudra une production, ça peut être sous-traité avec des appels d'offres, ça, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, le software doit être maîtrisé par la collectivité publique, c'est fondamental. Tant qu'on n'en sera déjà pas arrivé à ça dans le stade du débat à terme de maturité, ça sera impossible, on n'avancera pas sur la question. Clairement. Voilà, j'espère avoir été clair. Si, au niveau des avantages et des inconvénients particuliers des machines. Là, j'ai fait mon petit listing, attention, alors, je vous le montre, regardez, bon, c'est incompréhensible, voilà. C'est du crypté mais pour moi en fait. En fait, moi j'en ai recensé avec des copains, les avantages, c'est que tu vas avoir, bon, question d'efficacité, la rapidité du dépouillement, enfin pour moi l'avoir vu, tu fais POC, tu as ton ticket qui sort et en 2 minutes tu as ton résultat. Donc on n'aurait plus besoin, comme on a actuellement, d'attendre 22h30. Voilà, c'est ça, aujourd'hui à 19h ça, c'est 92% qui va gagner. Ou sinon après t'as pas besoin, tu vas sur Radio Londres pour les résultats. Oui, voilà, en France on n'a pas le droit pour avant la exactement, fermeture des derniers bureaux de donner les résultats. Ce qui s'entend quand même, parce qu'il y a la question de ne pas influencer l'environnement de l'électeur ou de l'électrice d'ailleurs, celui en passant. Pour ça aussi qu'on s'arrête une semaine avant les élections. C'est ça, exactement, pour les campagnes, tout à fait. Non, c'est le week-end avant l'élection, 2 jours avant le scrutin. On arrête. Ça, par contre, je trouve ça absolument débile, se dit en passant. Un deuxième avantage, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on a un peu dit, c'est la fiabilité. Mais alors, je s'entends, dans le sens où l'informatique c'est binaire, c'est un code, ça se trompe pas. Donc après, s'il peut y avoir erreur, c'est une erreur de bonne foi. On va écarter vraiment la fraude volontaire et consciente. Ouais. Donc il peut y avoir des erreurs entre guillemets dans le comptage, d'un dépouillement, c'est arrivé, on l'a vu dernièrement pour une cantonale, une élection cantonale qui s'est passée là, en 2014, qui a été refaite l'année dernière, au mois de juin 2016, parce qu'il y avait un écart de vote de 4 voix sur la circonscription cantonale. Donc il y a eu un recours de nos amis, pour ne pas les citer, du Front National, enfin amis c'était ironique, et donc l'élection était refaite, parce qu'il y a eu une erreur de comptage, avec un logiciel, clairement, ça se plante pas, une addition il sait faire, le logiciel. Donc pour ça peut être un des avantages quand même, à remettre en perspective les possibilités de fraude, et ça on y viendra dans les inconvénients. C'est aussi, alors on l'a un peu évoqué, c'est aussi un moyen de réduire l'abstention en fait, parce que justement tu vas dire aux gens c'est plus facile de venir, vous pouvez voter de chez vous par exemple, tu n'as plus besoin de te déplacer, c'est un peu moi j'appelle ça une prime à la paresse. On sait qu'on est aujourd'hui, aller voter ça fait chier. On l'entend souvent, voilà, c'est ça. Le week-end, il fait beau, j'allais prendre l'exemple, il fait beau, ça me fait chier, je vais préférer aller à la plage avec mes enfants. Bon, sachez quand même que la démocratie c'est un petit peu utile, il y a des pays où ils nous l'envient. Donc ça, je trouve cet argument bidon, mais c'est un argument quand même qu'on peut ressortir qui peut faire éventuellement voter des gens. Donc ça nécessite aussi l'élargissement du vote internet global. Mais ça peut être un des avantages. Là, on est vraiment dans le neutre, dans l'objectif. Et ça peut aussi. Alors moi, par contre, c'est un des arguments qui me parle. Ça permet, et au Parti Pirate, on est bien placé pour en parler. Ça permet une réduction des frais de matériel électoral. Alors je m'entends. C'est quand vous recevez avant vos élections, vous recevez une enveloppe avec chaque propagande, ce qu'on appelle la propagande électorale. Et nous là on est en train de préparer les législatives, je peux t'assurer que c'est 4000 balles minimum pour une législative. Alors pour une élection nationale avec un scrutin national comme une présidentielle, c'est des sommes folles. Et donc c'est vrai que ça permet d'élargir un peu l'ouverture et l'accès des petites formations politiques qui ont des vraies alternatives à apporter. Et après pour n'importe quelle d'ailleurs, la démocratie permet à tout le monde de pouvoir s'insérer dans le jeu électoral. Et c'est une volonté qu'on a au Parti Pirate de le faire. Mais c'est vrai que c'est un frein au changement et au renouvellement des structures politiques, clairement, parce qu'il y a une histoire de financement qui est hallucinante. Enfin, c'est le nerf de la guerre, pour toute chose d'ailleurs, l'argent. Mais là, pour ce jeu démocratique, on espère pouvoir accéder au financement public, mais il va falloir qu'on paye de notre poche, clairement, la plupart des candidats pour accéder. Et il me semble quand même que parce que tu as un système de reconnaissance par la Commission nationale des comptes, alors la CNCCPF, c'est-à-dire la Commission nationale de contrôle de campagne et des financements publics, qui s'occupe de ça. Donc tu es reconnu par cette structure-là,
nous on part du principe que tu devrais pouvoir accéder directement et que ça devrait être public. Si on restait sur un vote papier, ces financements-là devraient être accessibles à tout le monde et l'État devrait prendre en charge au moins la propagande électorale. Enfin, et qu'on ne vienne pas me dire que ça coûte de l'argent, enfin, c'est ridicule. La démocratie, comme on disait tout à l'heure, ça a un coût mais ça n'a pas de prix. C'est ça, la santé, c'est des trucs comme ça qui voilà. vont coûter des donc sous, ça, pour mais nous, qui, ça, sur le long terme, voilà. doivent... Donc c'est pour ça quand même qu'on a une réflexion sur le vote électronique. Bon, encore une fois, on est contre dans l'état actuel des choses, mais ça ne nous empêche pas la réflexion, et ça c'est un des arguments qui est fondamental, et toutes les petites structures politiques se retrouvent autour de ça, et même les grosses d'ailleurs, ça leur fait des économies, entre guillemets. Et une autre aussi, bon bah forcément si tu as moins de papier, conséquence écologique, tu as moins de forêts découpées, tu as moins de pollution par le traitement du papier, parce qu'il faut bien faire le papier. Donc c'est aussi une des conséquences. Et puis tu l'as évoqué tout à l'heure, si tu as un vote électronique, ça nécessite moins de besoins humains en termes d'organisation. Tu as quasiment besoin de scrutateurs. Un bureau de vote, actuellement, c'est déjà au moins 3 personnes minimum, ouais, un qui président, sortent la identité, un qui valide, un qui vérifie le bulletin. Il faut un président de bureau. Voilà, c'est des personnes qui ne sont pas là toute la journée, ils doivent organiser un ratio, exactement. Et derrière, après, au niveau du vote, c'est du bénévole. Alors, c'est pas c'est bénévole. De mémoire, c'est pas payant. Ouais. Alors, attends, j'ai appris ça là aux élections régionales. C'est que tu as quand même des gens qui sont détachés de la ville et qui sont volontaires, qui touchent une petite prime s'ils veulent le faire. Des personnes détachées, c'est-à-dire des gens qui sont de la collectivité. Voilà, c'est ça, exactement. Mais là, par exemple, il y avait une dame qui faisait la cantine, par exemple, et qui était avec moi au bureau et qui faisait ça de bonne volonté. Petite prime. Voilà, c'est ça, mais c'est ridicule. Enfin, ça couvre les frais de déplacement. Enfin, tu vas pas t'enrichir en faisant ça. C'est ça, c'est mais je trouve ça bien. Mais par contre, ça me poserait une question si on restait sur un système de vote papier, de pourquoi pas rémunérer à hauteur de 10-15 balles, c'est ridicule. Mais parce qu'encore une fois, ça n'a pas de prix, ça remotiverait peut-être des gens à s'engager, à aller voter déjà, puis à venir aussi, parce que c'est important aussi de savoir comment ça fonctionne un processus démocratique. Parce qu'on met le petit papier dans l'urne ou un clic, mais après derrière, voilà, c'est comment la machinerie derrière se développe. Et ça, j'invite tous les gens à aller, pour les élections qui vont venir, à se mobiliser pour aller savoir comment fonctionne la démocratie. Franchement, amenez vos enfants avec vous, c'est bien mieux qu'un cours d'éducation civique. Là, c'est la démocratie in situ. De toute façon, quitte à perdre une soirée à regarder. Oui, voilà, regarder TF1, c'est ça. Quitte à regarder la soirée électorale, c'est ça. Oui, parce que souvent, les grandes tendances se retrouvent quand même dans les bureaux. C'est ça. Donc, encore une fois, allez, comme disait Jarrock, mobilisez-vous. Et puis, un dernier petit argument, c'est, on y est venu tout à l'heure, enfin, un peu gros argument, je l'ai dit. C'est vrai que le vote électronique, c'est beaucoup plus souple et tu peux organiser régulièrement des consultations citoyennes sur, tu veux faire un référendum local, sur pourquoi le commissariat central à l'ancienne école de gendarmerie ou pourquoi pas ailleurs. Enfin, tu aurais pu demander parce que ça impacte quand même dans l'aménagement de la ville ou autre chose. Pour Notre-Dame-des-Landes, par exemple, on aurait pu aussi faire un vote national généralisé. Ça aurait pu être une possibilité, mais après non, on l'a pas fait. Alors il y a eu un vote à Notre-Dame-des-Landes, mais niveau périmètre, après c'était pas, je voulais pas embrayer sur ce débat-là, mais des consultations locales. Ils ont fait même sans le vote électronique, ils ont quand même. Tu peux faire, mais c'est moins. C'est vrai que l'exemple n'était pas forcément pertinent. Mais sur des grands projets d'infrastructure, par exemple, qui sont votés, qui peuvent impacter toute une région, ça peut être intéressant. Par exemple, c'est plus simple pour la mise en place. Voilà, c'est ça, exactement. Comme c'est plus simple pour la mise en place, on peut peut-être y avoir recours plus souvent. Exactement, voilà, c'est ça, c'est la pluralité et la fréquence en fait des consultations qui vont quand même te permettre de le faire plus régulièrement. Donc ça c'était le bon côté entre guillemets. Maintenant il y a quand même des contraintes et puis qui sont pas des moindres parce que c'est le non-respect du secret du vote. Clairement, tu peux être tracé, on peut te retrouver ton adresse IP quoi, clairement. Alors il faudrait que tous les ordinateurs soient équipés de VPN, mais le problème c'est si tu es équipé d'un VPN, on va pas pouvoir tracer, donc on va pas savoir qui a voté, ça se trouve c'est peut-être une fraude. Et puis ça serait bloqué. Voilà. Il y a grande chance du coup que ce soit bloqué. Exactement, donc ça serait aller contre le droit d'une personne de voter. Donc ça c'est quand même le gros argument. Après il y a aussi le problème du hacking, clairement, faut pas se leurrer. Surtout en ce moment, pour citer nos amis russes, on a bien vu que là il y avait quand même une bonne bande grosse de hackers financés par l'État russe qui sont allés un peu fouiller dans les archives du Parti démocrate, donc on a pu influencer le vote, donc pourquoi pas, les mecs, il y a quand même sûrement des génies là-bas dans ce domaine-là qui peuvent te craquer le code d'une boîte dont on parlait, les boîtes privées. Et là ça pose la question, tandis que là on en revient, c'est ce que je te disais tout à l'heure, si le logiciel était libre, tiens, un hacker, tu peux hacker ce que tu veux,
il sera remodifiable derrière, et de toute façon on saura qu'il y a une modification. On saura en tout cas par où il est passé. C'est ça, exactement, donc tu vas pouvoir tracer. On n'est pas à l'abri d'eux, mais parce que, on voit la surface. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi la réflexion justement qu'il y a un outil qui va permettre, moi je pense sincèrement, qui va débloquer quand même pas mal de gens, c'est le blockchain. Le blockchain, ça va être un moyen de valider des votes en transparence et en toute sécurité, clairement, parce que si les banques commencent à s'y intéresser pour les transactions financières, je peux t'assurer que le truc va être verrouillé et que l'outil est quand même plus que probable. Donc là, pareil, au Parti Pirate, si vous avez jamais entendu parler enfin, si vous connaissez le terme de blockchain et que vous intéressez un peu à la politique, venez nous voir parce qu'on est les seuls à utiliser ces termes-là. Et donc voilà, donc moi je pense que le problème du hacking et de la sécurité du scrutin, pas le respect du secret. Parce que le blockchain, par contre, ça implique le non-respect du secret. Donc tu vois, parce que le blockchain, le principe, c'est transparence et accès à la. Alors par contre, le blockchain fonctionne aussi sur du certificat de confiance. C'est ça, il y a une transparence, mais voilà. tout le monde ne peut pas lire exactement. Voilà, c'est ça, exactement. On sait que la personne a voté, on sait quand elle a voté et où. Voilà, exactement. On ne saura pas qui forcément. Voilà, c'est ça, exactement. Un petit peu comme on a actuellement avec le système de signature. Voilà, c'est ça, c'est le principe. Exactement. La signature, on sait quand elle est venue, on sait où. Mais on ne saura pas dire si c'est elle qui a voté monsieur A ou madame B. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, tu vois, si on arrivait déjà avec un principe de blockchain et avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, un software assuré par la collectivité publique, homogénéisé pour l'ensemble des machines de vote, je pense qu'on a déjà fait une grande avancée dans le débat, sincèrement. Après, il y a un troisième argument, on en a parlé aussi tout à l'heure, ça peut être une forme de discrimination de la partie de la population, il ne faut pas se leurrer. Un senior ou ma maman, ta maman, qui ont 55, 60 ans, peut-être un peu moins. Déjà le smartphone, ça a déjà été un petit peu la lutte. Alors là en plus, si déjà c'est une génération qui quand même va voter, plus que la nôtre, clairement, statistiquement, les gens de plus de 50 ans vont bien plus voter. Donc du coup, si en plus tu mets des machines à vote électroniques qui rebutent des gens, alors on va se retrouver avec des taux de participation à 15%. Donc ça c'est un des inconvénients du vote électronique. Après il y en a une autre aussi, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure sur le fait d'avoir un élément matériel tangible pour pouvoir faire un recours au cas où on a constaté que, mais dans l'état actuel des choses, comme le logiciel n'est pas accessible, c'est ce qui permet justement de ne pas avoir un élément matériel de preuve tangible. Donc si on passait à une publicisation du code, ça saute comme contre-argument. Et il y a aussi l'impossibilité. Ah oui, c'est un argument. Il n'y a pas besoin de ça pour que la légitimité des représentants et des mandatés, chez nous on n'utilise pas le terme d'élu parce que c'était pas lui le droit divin, c'était pour une contestation en fait de la légitimité des représentants. Parce que comme on ne sait pas est-ce que le vote est sincère ou pas, est-ce qu'il n'y a pas eu de fraude dans le cadre du comptage, ou il y a eu une volonté manienne de l'entreprise, encore une fois ce que j'expliquais tout à l'heure, de vouloir favoriser un candidat plus qu'un autre en échange d'intérêt, du coup, c'est beaucoup d'entreprises qui rentrent en jeu. Donc voilà, c'est ça. Des entreprises qui construisent, des entreprises derrière qui fournissent le matériel, etc. Et on parle d'un marché qui pourrait être à 2 ou 3 milliards par an en France, sincèrement. Donc c'est pas une petite galette, quoi. Donc ça peut être donc la contestation de la légitimité des élus, même s'ils n'ont pas besoin de ça, ça peut être quand même un argument en faveur de ça. Et puis il y a c'est un peu plus aussi, dans toute forme de vote, c'est quand même un grand moment d'unanimité, de symbolique et de rituel. Et c'est vrai que le rituel républicain, la symbolique républicaine, c'est vrai que le vote papier, depuis la petite enveloppe et le voilà, c'est ça exactement. Il y a aussi ce côté un peu passage pour, par exemple, ton premier vote à 18 ans, il y a quand même ce côté-là, tu dis je suis enfin un citoyen reconnu. Et donc il y a ça, tandis que tu fais ton clic là derrière ton ordi, c'est comme si tu allais sur ton site de réseaux sociaux ou aller voir tes nouvelles de foot mercato si t'aimes le foot, ou de, pardon, je ne vais pas faire de pub, ou d'un site d'information sportive. Tu vois, ça réabaisse un petit peu le truc, on casse la symbolique. Et donc ça, moi c'est quelque chose qui me parle personnellement, peut-être pas à tout le monde, mais c'est un argument que moi j'avais noté quand même. Voilà. Ça ferait évoluer les mœurs vis-à-vis du vote en fait. Voilà, c'est ça, et ça j'ai pas le terme, pas délégitimerait, mais ça rabaisserait un peu le côté important de se déplacer mais après, encore une fois, s'il y a des solutions pour le vote électronique, moi je suis entièrement pour, mais il y a quand même cette question-là symbolique et du rituel qui est importante. Et donc il faudrait réfléchir à ça, je pense, dans le cadre d'un débat à l'Assemblée nationale, ou un débat national. Je pense que c'est un argument qu'il faudrait quand même lister contre le vote électronique. Voilà, j'espère qu'on a été assez clair. Maintenant, si tu as des questions en plus, Julien, n'hésite pas. Si je peux y répondre, j'y répondrai.
Non, je pense qu'on a fait le tour. Au niveau Ouais. du moratoire, pour l'instant, effectivement, il Le n'y a pas moratoire eu pour de l'instant nouveau. est toujours en place. La dernière chose, c'est effectivement le mercredi 18, du coup, le numéro 1 de Nancy qui a à nouveau Alors dit. Nancy, tu peux peut-être préciser ce que c'est quand c'est l'Agence nationale pour la sécurité informatique, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Agence nationale, sécurité, des Système systèmes d'information. d'information, pardon, voilà, c'est ça, oui, parce qu'il y a Ça deux S. comprend Il y a la deux S. radio, ça comprend Ouais, tout ce qui est moyen de communication. tout ce qui est moyen de communication. Donc effectivement, ils font pas que de l'informatique. Mhm. Le numéro 1 a réaffirmé qu'il était à nouveau pour une extension du moratoire, donc pour D'accord. encore attendre différents. Oui, mais tu vois, c'est poser la logique du statu quo. Voilà. On veut pas trancher. Et du coup, alors qu'on sait très bien, il y a Il des a arguments signalé pour répondre. qu'effectivement, il y avait encore tous les soucis qui avaient été signalés, Ouais, qui bien n'étaient sûr. pas résolus. Bien sûr. Donc effectivement, c'est qu'il n'y a pas eu d'évolution. Oui, mais enfin, il n'y a pas d'évolution parce qu'il n'y a pas de volonté d'évolution en interne. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, moi je pense sincèrement, c'est une question de génération, hein, on est d'accord. Et bon, ben, comme on a beaucoup d'anciens et d'anciennes, hein, parce qu'il y a aussi des femmes hein, qui sont dans ça, hein, donc c'est pas une question de genre. Moi je pense que c'est vraiment une question générationnelle, hein, sincèrement. Et parce que le numérique ne leur parle pas. Enfin, tu en parles et là, Facebook, Twitter, bon, allez, ça va, c'est bon, on s'y met un peu. Puis encore, c'est souvent leurs assistants parlementaires qui font le boulot. Enfin, moi, pour avoir discuté, alors je ne veux pas faire la pub d'un député en particulier, mais il y en a un qui est vraiment en pointe sur ces questions-là. C'est Sergio Coronado, qui a bénéficié du vote électronique, pour le coup, qui est député des Français de l'étranger pour la circonscription Amérique latine, et qui lui fait un vrai boulot, et qui, pour le coup, est un des rares députés à bosser sur ces questions, et qui, lui, est encore un peu sur les questions qu'on parlait. Enfin, si éventuellement tu veux le contacter, tu pourras derrière. Au-delà des questions plus pour les. Voilà, pour les questions. Non, questions de sécurité. Non, mais. Et moi je me dis quand même, et donc c'est ce débat-là, pour en revenir à ce qu'on disait avec les propos du numéro 1 de l'ANSI, dont je ne sais plus le nom, je ne l'ai pas connu d'ailleurs, qui dit que non, faut prolonger le moratoire. C'est une fausse bonne solution en fait. C'est une bonne solution parce que ça bloque qu'on ne les utilise plus, mais en même temps il y a des villes qui les utilisent toujours, donc là il y a une rupture d'égalité pour moi devant le vote. Et là je pense qu'il, pour avoir fait un peu de droit, il y a une rupture d'égalité devant le vote là, clairement. Si tu veux rejouer sur les arguments qu'on a listés, Ouais. et je pense que si là, on est en contact avec une ou deux associations, parce que nous, le Parti Pirate, on avait financé, il faut savoir quand même que le recours qu'on avait fait devant le Conseil d'État, c'est des ronds noirs. On a quand même dépensé plus de 80 000 euros pour avoir un nom en plus. Et, Sur une durée de 3 ans. 3 ans. Ouais, enfin bon, 80 000 euros quand tu as 30 000 euros de budget. C'est ça, non, mais c'est pour. C'est pour quand donner même ordre d'idée, déjà vrai coup de un course. recours. Quand je dis qu'on c'est s'intéresse vraiment à ces questions, c'est vraiment que pour nous, c'est quand même un vrai sujet en interne. Et donc du coup, il y a quand même, là, il y a un biais qu'on n'a pas forcément analysé en 2012, parce que même s'il y a des avocats à l'époque, la question n'était pas forcément très spécialisée, puis c'était pas des avocats spécialisés, mais là, il y a un truc à faire sur la rupture d'égalité devant le vote entre citoyens, c'est-à-dire moi, je peux voter en papier, moi, dans ma ville, dans la même ville, hein, je peux voter en papier et une partie vote électronique, bon là, il y a un problème, clairement. C'est pas... Au niveau des pays qui utilisent le Alors, vote, on a les États-Unis. La Belgique est vachement en pointe sur ça, la Belgique. Bon, je vais pas mentir, il y a un très bon article sur Wikipédia qui fait très bien l'historique du vote électronique. Je crois de mémoire, parce que je n'ai pas développé sur ça, on aurait pu le faire. Hein. En 93, ils ont fait la première république par vote électronique. C'est assez dingue. Et me demande pas comment ça. Enfin, apparemment, ça n'a pas très bien marché. Mais ils ont quand même toujours une Ils ont tradition. persévéré. Ouais, ils sont en délire. Comme Mais c'est vrai qu'effectivement, on pourra aller voir ce que fait la législation belge sur la question. Ce serait très intéressant. Pour le coup, j'ai pas pensé à aller bosser sur ça. Mais on voudrait pas. Là, c'était plus au niveau justement. On sait qu'aux États-Unis, c'est que du privé pour voilà, les boîtes qui vont gérer le vote, etc. En France, comme on disait, c'est des appels d'offres, en tout cas pour la partie hardware. Alors après, il y a des appels d'offres aux États-Unis quand même. C'est ça, non, mais voilà, c'est des fonctionnements différents. C'est pas le mec qui choisit son copain. Hein. Il y a quand même Et d'ailleurs, entre nous, si on veut une petite parenthèse en France sur le respect des appels d'offres, je crois que les Américains sont un peu plus un appel d'offres, on y met c'est ça. comme on veut. Après, c'est une gestion d'interne. Mais effectivement, c'est pas aux États-Unis, on sait que c'est pas quelque chose de public. C'est pas un code développé par l'administration. Absolument pas. En France non plus, et dans les autres pays qui utilisent les. C'est la même pratique, c'est des logiciels privés, des logiciels de boîte privée. Et ça, au risque de répéter encore cette proposition, c'est à mon sens une des parties de la solution.